ma présentation est culture du viol sur les campus. Pourquoi s'y attaquer? Et j'ai le goût de débuter avec une citation qui, selon moi, capture l'essentiel du concept de culture du viol, mais aussi l'essentiel de cette lutte-là contre la violence sexuelle et contre la culture du viol. Our ultimate goal is to eliminate rape, and that goal cannot be achieved without a revolutionary transformation of our society. En français, une traduction libre. Notre but ultime est d'éliminer le viol, et nous ne pouvons atteindre ce but sans une transformation révolutionnaire ou radicale de notre société. En fait, cette citation, qui selon moi est toujours pertinente en 2015, est tirée d'un document qui est intitulé Rape, the First Source Book for Women, qui a été publié en 1974 par le groupe de militants de New York Radical Feminists. Dans ce document, qui est en fait le premier document, ou certainement un des premiers documents à utiliser, à mettre de l'avant le terme culture du viol, était aussi un des premiers documents à parler ouvertement de la question du viol et de la violence sexuelle faite aux femmes. Il faut bien comprendre que cette utilisation-là, cette ouverture-là sur la question de la violence sexuelle, qui était surtout articulée autour de la question du viol, d'en parler ouvertement était en soi quelque chose de révolutionnaire dans les années 70. Et ça s'inscrivait aussi dans un mouvement de revendication par le mouvement féministe. En 1975, une année plus tard, il y avait aussi Suzanne Brown Miller qui a publié un livre qui est maintenant rendu extrêmement populaire, qui est intitulé Against Our Will, Men, Women and Rape, qui, encore une fois, était une des premières auteurs féministes à parler explicitement de violence sexuelle, de viol, à partir également de son expérience personnelle. La même année, Diana Russell, une femme d'ailleurs extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 2 ans dans un colloque, publiait le livre The Politics of Rape, qui était aussi extrêmement radical et novateur dans la mesure où Diana Russell venait vraiment expliquer à quel point, en fait, contrairement à ce qu'on croyait et souvent qu'on croit encore, le viol n'est pas une déviance. La violence sexuelle n'est pas une déviance, mais au contraire, est plutôt l'expression d'une forme de masculinité qui est socialement acceptée. Toujours dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, 2 recherches qui là venaient apporter des données robustes pour appuyer ces écrits-là sur la question de la violence sexuelle et de la culture du viol. 2 études réalisées par des féministes. Diana Russell était une des chercheurs qui a mené la première étude sur le sujet, et Mary Koss, quelques années plus tard, qui a aussi réalisé une recherche sur la question de la violence sexuelle et du viol. Des recherches qui ont par ailleurs été reconnues comme étant des recherches exemplaires d'un point de vue méthodologique lorsqu'il est question d'études sur la violence sexuelle, et qui ont d'ailleurs été dans les méthodologies, ont été reconnues et répliquées même par des études, par exemple, de Statistique Canada, à l'époque où Statistique Canada était un peu plus féministe qu'il l'est présentement. Et ce que ces études-là venaient démontrer, et il faut se reporter dans les années 70 et 80, il venait vraiment mettre en lumière le fait que la violence sexuelle, la violence faite aux femmes, n'est pas un comportement rare et isolé, mais qu'au contraire, c'est un comportement c'est un problème qui est répandu, c'est un problème social. Et ce qui était particulièrement intéressant dans ces 2 recherches-là, c'est qu'elles venaient aussi démontrer que c'était aussi un problème qui était présent dans toutes les sphères de la société, y compris sur les campus universitaires. Et c'était en soi quelque chose de très étonnant et surprenant pour plusieurs Américains, et sur la scène internationale également, de penser que la violence sexuelle pouvait aussi être exercée par des hommes éduqués, blancs, de classe moyenne. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement révélateur dans tous ces écrits-là, mais qui venait aussi apporter des données solides pour appuyer les propos. Donc, qu'est-ce que ces contributions-là, féministes, dans les années 70, début des années 80, ont apporté? En fait, plusieurs choses, mais peut-être particulièrement 3 choses. Elles ont permis de lever le voile sur la question
de la violence sexuelle, du viol, mais aussi de la violence sexuelle faite aux femmes de manière plus générale. De comprendre que la violence sexuelle n'est pas un geste rare et isolé, mais un problème social et politique. Mais venez aussi mettre en lumière le fait qu'il y a quelque chose dans la société qui, au-delà des comportements d'hommes individuellement qui pouvaient exercer la violence sexuelle, il y a quelque chose dans la société qui contribue au maintien du problème et qui contribue aussi au silence à maintenir le silence autour de ce problème-là. Et en fait, c'est cette chose-là présente dans la société qui contribue à maintenir le problème et à maintenir le silence autour du problème, qui est la culture du viol. Donc, c'était il y a 40 ans, 30, 40 ans. Comment est-ce qu'on peut définir la culture du viol aujourd'hui? En s'appuyant évidemment sur les travaux des féministes des années 70 et des féministes qui ont suivi, qui ont continué de mener cette lutte-là. En fait, il y a dans l'expression culture du viol, il y a deux mots. Il y a d'abord le mot culture. Et on associe assez souvent culture du viol à une définition de la culture qui est un peu plus restreinte. On associe beaucoup le terme culture du viol à la culture populaire, à l'expression artistique, à l'expression d'idées. On en a entendu parler, par exemple, mais on pourrait citer plusieurs autres exemples autour de la publication et du livre et du film 50 nuances de Grey, par exemple. Donc, il y a eu une appropriation, une mobilisation de ce concept-là de culture du viol dans la sphère, je dirais, plus culturelle. Et d'ailleurs, peut-être que les militantes et la sphère culturelle et dans les médias sociaux ont peut-être davantage mobilisé ce concept-là de violence culturelle que les chercheurs ou les scientifiques par ailleurs. Mais en même temps, quand on examine le terme culture du viol, on voit que culture n'est pas limitée à cette zone culturelle-là, mais plutôt culture dans un sens plus large, une culture qui est un système, un ensemble de croyances, de valeurs, d'attitudes, de comportements, de pratiques, de politiques, d'institutions, qui sont partagées par les membres d'un groupe ou par les membres d'une société. Et quand on parle de culture du viol, c'est important de bien comprendre qu'on ne fait pas seulement référence à la culture en termes de produits culturels, mais à la culture dans le sens d'une société de manière plus large. Le deuxième terme, le deuxième mot est celui du viol. Il est important de comprendre que, comme je le disais il y a quelques minutes, dans les années 70, parler de viol était en soi révolutionnaire et était, puis peut-être, de viol ou de rape en anglais, était aussi un geste extrêmement politique. C'est un concept qui est fort, c'est un concept qui est politique, mais en même temps, je pense que quand on regarde l'évolution des connaissances, de la mobilisation autour et des luttes autour de la question de la violence sexuelle, on reconnaît maintenant que quand on parle de viol dans le terme, dans l'expression culture du viol, bon, évidemment, on fait référence au viol, mais aussi à toute la gamme aux diverses formes d'agression à caractère sexuel ou de violence sexuelle qui, en fait, s'inscrivent toutes sur un continuum, où il y a le viol, mais où il y a différentes manifestations de la violence sexuelle. Donc, si on voulait résumer aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend, ou du moins ce que je vous propose comme définition de culture du viol, c'est en fait un ensemble de croyances, de valeurs, d'attitudes, de comportements, de politiques et de pratiques qui maintiennent les violences sexuelles et qui maintiennent le silence autour de ces violences sexuelles. Là. Mais comment ça se manifeste concrètement, la culture du viol? En fait, j'ai identifié ici 4 différentes manifestations de la culture du viol, qui n'ont probablement pas tellement changé depuis les 40 dernières années, même si elles peuvent même si les manifestations comme telles peuvent s'être transformées légèrement. D'abord, première manifestation de la culture du viol, ne pas entendre, ne pas écouter et ne pas croire les femmes victimes de violences sexuelles. On ne veut pas les entendre, on ne veut pas les croire, on remet en question leurs propos, on les accuse de mentir, d'exagérer. Deuxième manifestation de la culture du viol, nier ou encore minimiser l'ampleur de la violence sexuelle comme un problème social et politique
et nier ou minimiser aussi les conséquences de ce problème-là sur les femmes au quotidien qui peuvent être victimes de cette violence-là, mais aussi sur les femmes qui ne sont pas nécessairement des victimes directes des agressions sexuelles. Troisième manifestation, justifier, légitimer la violence sexuelle exercée par les hommes, ce qui équivaut aussi à protéger les agresseurs, mais aussi, dans une certaine mesure et dans certains contextes, glorifier des gestes de violence sexuelle. Et finalement, quatrième manifestation, blâmer les victimes. Donc, de penser, de prétendre que les victimes ont peut-être une part de responsabilité, qu'elles ont été provocantes, qu'elles n'ont pas été au bon endroit, au bon moment. Et donc, tout ce blâme-là autour des victimes et de la quatrième manifestation, selon moi, de la culture du viol. Ceci étant dit, il faut quand même comprendre que toutes les femmes, si toutes les femmes sont susceptibles d'être victimes de violences sexuelles, peu importe leur location ou leur statut social, il faut quand même comprendre que toutes les femmes n'occupent pas la même situation dans la société. Et que, malheureusement, encore aujourd'hui, quand on examine une manifestation de la culture du viol, on se rend compte que les réactions à une situation de violence sexuelle dépendent encore largement de l'emploi, du statut social, de l'âge ou de la couleur de la peau de la victime. Que les hommes ne sont pas non plus tous dans la même position, la même situation sociale. Et je viendrai peut-être, mais quand on regarde, par exemple, dans le droit ce matin et qu'on nous rapporte une autre situation impliquant les joueurs d'hockey, de l'équipe d'hockey des Olympiques des Gatineau, on comprend bien que la réaction n'est pas la même si les personnes qui sont accusées, les hommes qui sont accusés de violence sexuelle sont des joueurs d'hockey blancs que si c'est un jeune homme immigrant musulman, par exemple. Quand on parle de culture du viol dans un contexte universitaire et de l'importance de lutter contre la culture du viol dans un contexte universitaire, il faut évidemment tenir compte des relations de pouvoir entre hommes et femmes qui sont centrales dans les questions de culture du viol, mais il faut aussi comprendre les particularités du contexte universitaire. Donc, il y a évidemment cette relation de pouvoir entre hommes et femmes, mais il y a aussi d'autres relations inégales de pouvoir dans un contexte universitaire, entre professeurs, entre catégories de professeurs, entre étudiants entre eux, entre professeurs et étudiants, entre professeurs et employés du soutien. Donc, il faut comprendre aussi toutes ces relations de pouvoir-là si on veut être en mesure de réellement lutter et agir contre la culture du viol dans un contexte universitaire. Et je dirais qu'un autre élément pour lequel il faut apporter une attention particulière si on veut lutter contre la culture du viol en contexte universitaire, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les universités sont des business, des grosses business, qui portent une attention très importante à leur réputation. Donc, l'importance des médias et le dommage que les médias peuvent faire à la réputation des universités sont aussi un des facteurs importants à tenir en compte si on veut vraiment comprendre la dynamique et la façon dont on réagit aux situations de violence sexuelle sur les campus universitaires. Donc, le terme est apparu il y a 40 ans. Des chercheurs, mais surtout des militantes, ont continué de l'utiliser, de défendre la pertinence, mais est-ce qu'aujourd'hui, le terme culture du viol est toujours pertinent? Je crois que oui, mais j'aimerais poser d'abord la question à l'envers. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le terme culture du viol ne serait plus pertinent? Parce qu'on entend beaucoup de critiques, mais il faut quand même se poser la question pourquoi, en fait, il serait plus pertinent de parler de culture du viol aujourd'hui. Évidemment, les critiques à l'endroit du concept de culture du viol sont pas nouvelles. Dès les années 70, les féministes qui ont parlé de violence sexuelle, qui ont parlé de culture du viol, étaient dans un environnement qui était parfois extrêmement hostile. Donc, les critiques ne sont pas nouvelles, mais elles perdurent. Donc, j'ai identifié en fait 4 principales sources de critiques à l'endroit du concept et de l'utilisation de ce concept-là de culture du viol que je peux examiner rapidement les unes après les autres. Il y a d'abord une critique qui est, ce qui peut peut-être paraître surprenant, qui est apparue au sein même du mouvement féministe. Une critique ou peut-être un appel à la vigilance, peut-être davantage qu'une critique,
où certaines féministes affirmaient qu'il faut quand même être prudent lorsqu'on utilise le terme culture du viol, dans la mesure où il ne faudrait surtout pas déresponsabiliser les hommes qui, individuellement, font le choix de commettre des actes de violence sexuelle. Donc, de bien comprendre que ces hommes-là ont une responsabilité individuelle et que ce n'est pas non plus totalement déterminé par une société ou une culture qui les amènerait, les forcerait presque à commettre des gestes de violence sexuelle pour se conformer à un modèle. Oui, c'est vrai, je crois qu'il faut être vigilant, mais en même temps, je ne crois pas qu'on a à choisir, à faire le choix entre société ou individu. Je crois plutôt qu'il faut essayer de mieux comprendre l'interaction ou la dynamique entre la société et les individus qui commettent, légitiment ou justifient des actes de violence sexuelle. Parce que ce qui est clair, c'est que les deux doivent être responsabilisés et les deux doivent changer, et non un ou l'autre. Deuxième source de critique, je crois qu'une deuxième source de critique vient assez simplement d'une incompréhension du terme. Pour avoir travaillé sur la question de la violence sexuelle depuis plus d'une année sur le campus de l'Université d'Ottawa, quand on a utilisé le terme culture du viol, assez souvent on entend des choses comme « oui, mais toutes les filles, toutes les femmes sur le campus de l'Université d'Ottawa ne sont pas victimes de viol. » Évidemment, toutes les jeunes femmes sur le campus de l'Université d'Ottawa ne sont pas victimes de viol. Et je crois que dans ce sens-là, on a toutes et tous un effort à faire pour mieux faire comprendre qu'est-ce qu'on entend par culture du viol, qui fait référence, oui, à des gestes réels d'agression sexuelle sous toutes ses formes, mais aussi à quelque chose de plus large qui est de l'ordre de la justification, de la banalisation, du blanc de victime. Un troisième argument, une troisième opposition qui s'est manifestée très, très fermement, qui continue de le faire, c'est le discours antiféministe ou masculiniste sur la question de la violence sexuelle, qui s'oppose d'ailleurs au terme culture du viol, mais qui s'oppose en fait à peu près toute dénonciation ou lutte contre les violences faites aux femmes ou lutte aux inégalités entre les femmes et les hommes. Pour les tenants du discours antiféministe ou masculiniste, pour les militants antiféministes ou masculinistes, en fait, soutiennent que quand on parle de culture du viol, quand on parle de violence sexuelle, on exagère. Les féministes exagèrent, ont toujours exagéré, que leurs données sont fausses, sont mensongères, ne sont pas fondées, et que même individuellement, les femmes victimes qui rapportent des agressions sexuelles font souvent de fausses allégations pour se venger, pour reprendre du pouvoir, pour avoir accès à des ressources. En fait, ce qui est assez intéressant avec ces arguments antiféministes ou masculinistes lorsqu'ils s'opposent à toute dénonciation de la violence sexuelle ou l'utilisation du terme culture du viol, c'est que, selon moi, en voulant dénoncer ou s'opposer au terme culture du viol, en fait, ce qu'ils font, c'est renforcer l'existence de la culture du viol, puisqu'ils renforcent l'idée que notre société, encore aujourd'hui, a tendance à minimiser le problème, minimiser ses impacts, blâmer les victimes, ne pas les croire. Donc, si on porte une attention particulière à leurs propos, on voit que oui, on cherche à s'opposer, mais en fait, il y a une confirmation ici du discours de la culture du viol. Et bien honnêtement, s'il faut continuer de lutter contre ce discours-là, je ne crois pas que la majorité des individus, des groupes qui appartiennent à ce mouvement masculiniste ou antiféministe ont un immense potentiel de devenir des alliés dans cette lutte-là. Je pense qu'il faut plutôt mettre nos énergies ailleurs pour mobiliser les personnes qui pourraient éventuellement ou qui sont déjà des alliés dans la lutte. Quatrième opposition au concept, ou à l'utilisation du concept de culture du viol, et on l'a entendu beaucoup, c'est de dire j'ai un inconfort avec ce concept-là, avec ce terme-là de culture du viol, parce que c'est trop fort. C'est un terme qui est fort, c'est un terme qui dérange et ça rend inconfortable. Ça rend certains individus, hommes et femmes, certains groupes inconfortables. Et ce qu'on a entendu aussi beaucoup autour de cet inconfort-là, c'est de dire, ben, peut-être que là, il y a des
personnes, particulièrement des hommes qui pourraient potentiellement être des alliés dans la lutte, qui vont se sentir plutôt aliénés par ce concept-là qui a l'air tellement fort, qui dérange tellement, qui vont peut-être se sentir aliénés et refuser de s'inscrire dans cette lutte-là contre la violence sexuelle et contre la culture du viol. C'est un terme fort, j'y reviendrai en conclusion, mais je crois honnêtement que cet argument-là qui dit qu'on pourrait aliéner des alliés potentiels en utilisant un terme fort comme la culture du viol, je pense qu'on fait fausse route. Encore une fois, je ne crois pas que les hommes qui sont incapables de vivre avec un inconfort comme celui-là, qui sont incapables d'entendre que comme homme, il y a des privilèges, et comme société, il y a des discours et des pratiques qui maintiennent la domination des hommes sur les femmes et maintiennent la violence des hommes à l'endroit des femmes. Je ne crois pas que ces hommes-là sont très réellement avec des alliés s'ils ne sont pas capables de faire cette première étape-là, d'entendre ces choses-là, qui peuvent être effectivement difficiles, qui peuvent nous remettre en question, mais un inconfort qui, selon moi, est nécessaire pour devenir des alliés dans la lutte. Et ça soulève toujours et encore la question, pourquoi est-ce qu'on est plus préoccupé par le confort des hommes que par la sécurité et le bien-être des femmes qui sont ou non des victimes de violences sexuelles? Et que selon moi, malgré ces critiques-là, l'utilisation du concept du terme culture de nommer clairement nécessaire, et je crois que les médias, ce problème-là à gros traits, semaine après semaine, prouvent la pertinence du concept et la nécessité de probablement dans ce sens. Un premier pas, particulièrement ou entre autres sur les campus universitaires. Et évidemment, ce serait sans doute hypocrite de ma part de ne pas d'abord parler de la situation de l'Université d'Ottawa. Et à moins que vous ayez fait un voyage sur une autre planète au cours de la dernière année, vous avez probablement entendu parler de tous les scandales, incidents qui sont survenus à l'Université d'Ottawa, mais je veux quand même les aborder brièvement. Vous vous souvenez peut-être qu'en mars l'année dernière, la présidente Anne-Marie Roy, la présidente de l'association étudiante, dénonçait les propos sexistes, les propos de violence sexuelle exprimés par certains de ses collègues, aussi membres de l'exécutif de l'association étudiante sur Facebook. Durant la même semaine, autour des mêmes jours, c'était pas une bonne semaine pour le recteur de l'université, les médias nous rapportaient une situation qui impliquait plusieurs joueurs de l'équipe de hockey masculine, les GGs de l'Université d'Ottawa. D'ailleurs, ces incidents-là ont mené à des accusations criminelles contre 2 joueurs de l'équipe de hockey, amené à la suspension de l'équipe qui jusqu'à maintenant est toujours suspendue, au congédiement de l'entraîneur et à la mise sur pied, à la mise en place du comité de travail sur l'égalité et le respect avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler au cours de la dernière année. Donc tout ça. Mais quelle a été la réaction des joueurs, des coéquipiers dans tout ça? D'abord le silence. Et là je dis les joueurs, les coéquipiers, mais probablement les différentes personnes impliquées dans l'équipe de hockey de manière plus large, incluant l'entraîneur. D'abord le silence. Ensuite, une remise en question des propos, de la crédibilité de la victime. Une critique des décisions prises par l'université, des mesures mises en place par l'université, des poursuites aux civils assez importantes contre l'administration de l'université. Mais jamais un mot pour soutenir les femmes, la femme qui a été victime de violences sexuelles. Jamais un mot pour dénoncer les comportements qui auraient été exercés par leurs coéquipiers ou pour dénoncer la violence sexuelle de manière plus générale. Si ça pouvait être rassurant de penser que cette réalité-là est propre aux joueurs de l'équipe de hockey, notre travail dans le cadre du comité de travail sur l'égalité et le respect nous a amené un regard un peu différent. Et on a eu, en fait, et là je dois souligner le travail assez incroyable de ma collègue Holly Johnson, professeure en criminologie, qui a vraiment mené
un sondage auprès de 1088 étudiantes et étudiants sur le campus. Et on a jusqu'à maintenant très peu de données sur la question des attitudes et des comportements dans ces questions de violence sexuelle sur les campus canadiens. Et les données, les résultats de ce sondage-là, même si ils démontrent qu'une bonne proportion d'étudiantes et étudiants ont des attitudes et des comportements qui condamnent, qui ne soutiennent pas la violence sexuelle, malheureusement, il y a quand même des résultats assez inquiétants et assez révélateurs dans ce sondage-là. Je n'ai pas le temps ici de vous rapporter énormément de résultats, mais je vais quand même vous en pointer quelques-uns. D'abord, 26% des étudiantes et des étudiants étaient d'accord ou neutres, donc n'étaient pas en désaccord avec l'affirmation suivante. Les femmes qui se placent dans des situations à risque sont en partie responsables de se faire violer. Bon là je ne suis pas très bon en maths et je dois calculer deux chiffres, mais 29% des étudiantes et des étudiants étaient aussi d'accord ou neutres avec l'énoncé suivant. Lorsque les femmes se promènent en décolleté révélateur ou en jupe courte, elles envoient des messages contradictoires aux hommes. 2014. Et ce qui est clair aussi, c'est que si certaines de ces attitudes-là étaient partagées par les étudiantes et les étudiants, il y avait aussi certaines des attitudes qui étaient beaucoup plus marquées chez les étudiantes que chez les étudiants. Je vous en cite quelques-unes. 42%, donc on est presque à la moitié des étudiants sur le campus de l'Université d'Ottawa, étaient aussi d'accord ou neutres avec l'affirmation suivante. Les accusations de viol servent souvent à se venger. Ils sont souvent utilisés par les femmes pour se venger. 42% des étudiants. 39% des étudiants étaient d'accord ou neutres face à l'affirmation suivante. Si une femme reçoit un commentaire sexuel au sujet de son corps, ça lui laisse simplement savoir qu'elle est attrayante. 24% des étudiants étaient d'accord ou neutres face à l'affirmation suivante. Le viol n'est pas un aussi grand problème que certaines féministes voudraient qu'on le croie. Et finalement, 21% des étudiants étaient d'accord ou neutres face à l'affirmation suivante. Les femmes ont tendance à exagérer à quel point elles sont bouleversées par le viol. Donc, je crois que ces données-là, en elles-mêmes, sont révélatrices et selon moi, malgré toutes les critiques auxquelles on peut être confronté, viennent confirmer la pertinence et la nécessité de s'attaquer à la violence sexuelle et à la culture du viol. Mais évidemment, ce n'est pas non plus une réalité qui est propre à l'Université d'Ottawa. À l'UQAM, il y a quelques mois, des étudiantes qui étaient extrêmement insatisfaites par la réponse, par l'absence de réponse de l'institution, ont dénoncé publiquement les comportements de violence sexuelle de certains professeurs. La réaction d'autres professeurs de l'UQAM, publier une lettre ouverte en soutien à leurs collègues qui venaient, encore une fois, remettre en question, mais aussi dénoncer à la fois le contenu, les propos et les moyens utilisés par les étudiantes. À l'Université de York, en Ontario, il y a quelques semaines, une étudiante publiait une lettre ouverte dénonçant le traitement de la plainte, mais aussi le traitement dont elle a été victime par l'université lorsqu'elle a fait une plainte de violence sexuelle. Vous avez probablement, vous vous souvenez probablement des incidents à l'Université de Dalhousie, il n'y a pas si longtemps, où les jeunes étudiants, membres de l'exécutif, des étudiants inscrits au programme de médecine dentaire partageaient des propos sexistes, de violences sexuelles à l'endroit de leurs collègues sur Facebook. Et la liste est longue. L'Université Laval, l'Université Carleton, l'Université de St. Mary's, l'Université de British Columbia et plusieurs autres. Et ce n'est pas non plus le propre des universités canadiennes. Les universités américaines sont toujours confrontées à une réalité similaire. Et d'ailleurs, à ce sujet, une donnée extrêmement importante ressort d'un sondage réalisé dans une université américaine auprès de
d'un petit échantillon de 86 étudiants, mais qui révélait quand même que 32% de ces étudiants-là auraient l'intention de forcer une femme à avoir des rapports sexuels s'ils étaient certains de pouvoir le faire en toute impunité. Si ces données sur les campus sont alarmantes, il ne faut pas non plus penser que la culture du viol est propre aux universités ou aux jeunes. Ce n'est pas un problème qui est uniquement partagé par les jeunes. Je pense que c'est un problème qui est présent dans l'ensemble de la société. Et s'il faut peut-être des mesures spécifiques pour lutter contre la culture du viol sur les campus, il faut aussi adresser le problème de manière plus large. Et encore là, on aurait une longue liste d'incidents qu'on pourrait présenter, mais on peut penser simplement, par exemple, à l'affaire Ghomeshi, qui a mobilisé les médias et une partie de la société canadienne l'année dernière, ou encore les incidents récents qui s'accumulent, rapportés contre les joueurs de hockey des Olympiques de Gatineau. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça? D'abord, je crois qu'il faut rappeler que tous ces incidents-là, selon moi, sont troublants. Surtout qu'ils surviennent 40 ans après qu'on ait dénoncé la violence sexuelle, qu'on ait dénoncé la culture du viol, et qu'on ait de façon assez intense lutté contre la violence sexuelle et contre la culture du viol. Il faut constater que le problème n'est pas réglé et que la lutte est toujours nécessaire. Pour ce qui est des universités, je pense qu'il faut aussi faire le constat, et les administrations des universités doivent certainement faire le constat que, en fait, elles ne doivent plus se demander à quel moment, elles ne doivent plus se demander si un jour elles auront à composer avec des situations comme celle-là, médiatisées, qui rapportent des situations de violence sexuelle. Mais la tendance du monde qu'elles devraient plutôt se demander quand elles seront confrontées à ces situations comme celle-là et comment elles vont réagir. Et je crois que les universités doivent réellement réfléchir à comment elles vont réagir pour éviter des dérapages, des improvisations comme on a pu voir dans d'autres contextes universitaires. Et ce qu'il faut aussi se rappeler à cause de tout ça, c'est que c'est une minorité de situations de violence sexuelle qui sont d'abord rapportées, et c'est une minorité de situations, souvent, parfois les plus spectaculaires, parfois c'est un concours de circonstances, qui font leur chemin jusqu'à dans les médias. Et je crois que une autre chose que les universités doivent se rappeler, c'est qu'elles sont toutes confrontées à un problème de violence sexuelle sur le campus, que ces situations-là soient rapportées ou non. Je ne crois pas que leurs décisions et les mesures qui sont mises en place pour composer avec ces situations-là doivent être articulées autour d'une réponse médiatique ou d'une volonté de maintenir une bonne réputation, mais devraient plutôt s'articuler autour d'une réelle volonté de prévenir la violence faite aux femmes sous ces formes et d'assurer la sécurité et le bien-être des femmes victimes, mais de toutes les femmes sur les campus universitaires, qu'elles soient étudiantes, professionnelles ou professeurs. Évidemment, il y a eu du progrès qui a été fait au cours des dernières 40 années. Il faut le reconnaître. Je crois qu'il faut s'en féliciter, il faut s'encourager à partir de ces progrès-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'il reste encore beaucoup de travail. Il reste encore beaucoup de travail à faire dès maintenant. Et que, selon moi, s'il n'y a pas une solution simple, une solution unique pour s'attaquer à la question de la violence sexuelle et de la culture du viol, de nommer clairement le problème, de tracer ce problème-là à gros traits par des termes qui font parfois peur, qui peuvent être parfois choquants, comme celui de la culture du viol, est probablement un premier pas dans la bonne direction. Merci.